Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces deux livres qui parlent de Virginia Woolf, qui sont écrits, il y en a un qui est écrit par elle-même et l'autre par Emmanuel Favier. Les deux sont au format livre de poche. Ils sont un peu lourds. Non pas par leur format parce qu'ils sont assez fins, mais ils sont un peu lourds dans le sens c'est assez puissant comme lecture, c'est assez difficile. Ça se lit longuement, j'ai mis quand même beaucoup de temps à lire, surtout celui-ci. Et je vais d'ailleurs commencer par celui-ci, donc Emmanuel Favier, Virginia. C'est mon bazar autour que je vais tout faire tomber. J'avais trouvé un beau résumé quelque part, mais je n'arrive plus à le trouver. Virginia, Emmanuel Favier. Ah oui, je vais vous dire d'ailleurs ce que j'ai trouvé. Ça peut peut-être mieux résumer que ce que je vais vous raconter d'ailleurs derrière. C'est mon petit coussin de lecture, elle est super confortable et on s'endort bien dedans aussi. Alors j'ai trouvé cet avis assez bien écrit et donc je vais vous le lire. Je n'étais pas très fan de ce livre. Voilà, Virginia raconte les premières années de la vie de Virginia Woolf. C'est un récit tout en longueur et en langueur, les années interminables d'une jeune femme de la société victorienne, privée de l'éducation, réservée aux hommes, confrontée aux vices de ces derniers et aux injustices de la mort qui amènent les gens qu'elle aime bien trop tôt. C'est un roman extrêmement descriptif, c'est ça qui est très très long. Même les rares moments d'action sont racontés avec distance, sous un prisme plus littéraire que véritablement psychologique. Donc voilà, cette lecture manque de rebondissements, de véritable intrigue, et peut-être aurait-il mieux valu choisir franchement de style de la biographie, et je pense que ça serait pas mal. Donc rendez-vous raté donc avec ce Virginia qui avait tant attisé la curiosité des lecteurs. Je trouve aussi que ça pouvait être plutôt un roman biographique, parce que c'est écrit un peu dans le style comme un journal intime, mais ça n'est pas un, parce que c'est pas écrit en tant que première personne. On raconte la vie de cette Virginia depuis ses, je sais pas, 14-15 ans, je sais plus. Donc en fait, ça se présente comme ceci, si vous voulez. On a à chaque chapitre, on a une date. Les chapitres sont assez longs, et ils font 20-30 pages. C'est assez long, surtout quand il n'y a pas d'action et quand pour moi c'était un peu plat, je suis désolée, j'ai pas du tout envie de vexer l'autrice, mais pour moi c'était pas, peut-être que ces d'autres livres sont bien, mais moi j'aime pas ce style parce que d'autant plus cette autrice elle est plutôt, on va dire, poétesse parce qu'elle écrit des poèmes, elle écrit des nouvelles et ça se sent dans ce livre parce que c'est assez poétique, c'est très descriptif, c'est très long. Et donc voilà, vous avez à chaque fois une année, voilà, 1875, après c'est 76, et ça va jusqu'à 1904, je crois. Il n'est pas long en soi ce livre, mais qu'est-ce qu'il est dense. Pour moi, il n'est pas intense, mais il est très dense, 313 pages, et c'était trop long pour moi. Donc moi j'ai écrit, j'ai mis 5 jours le tout pour tout, bon ça va hein, finalement, mais il y avait des moments où j'ai dû survoler les pages, hein, parce que c'était juste impossible. Il y avait une phrase qui m'avait plutôt plu, enfin elle était assez belle. Donc Virginia, à la page 180, comme vous savez, des fois je marque des petites phrases qui me marquent. Donc Virginia ne ressent toujours rien. Elle constate que la mort n'a rien de noble, qu'elle a tout au plus l'élégance d'un grand chat dont nous sommes les souris, une élégance un peu répugnante et souvent mesquine. Tout ça, c'était en fait suite à la mort de sa mère, et ça d'ailleurs on en parle beaucoup, suite à la mort de ses parents. Puis aussi à l'enterrement, il y avait une autre phrase, bon c'est un petit bout que je vous lis, donc 3 points, il y avait autre chose devant. C'est avec le sentiment qu'on a creusé la fosse à l'intérieur de leur vie. Et c'est assez tristouné, aussi triste que ces phrases que j'ai écrites. Donc j'ai écrit ici, et que j'ai sorti du livre. Donc à chaque fin de chapitre, l'année, on parle de la mort, de la naissance ou des réussites des gens célèbres, souvent les femmes féministes ou bien les auteurs, les écrivains, les poètes connus, devenus de grands classiques aujourd'hui, voilà. Dans ce livre, on écrit sous forme de journal intime, comme je vous ai déjà dit. Virginia couche ses pensées sous forme de revendications et beaucoup de douleur pour
l'agente féminine, et elle-même d'ailleurs. Voilà, donc c'est assez... la lecture est assez complexe, compliquée, par son vocabulaire très littéraire, mais riche, certes. Mais je ne maîtrise pas tout le vocabulaire de ce livre, hein. Honnêtement, c'était un peu difficile. Au départ, je regardais les définitions, après j'ai arrêté parce que c'était juste pas possible, sachant que c'est pas ma langue maternelle, c'était impossible de lire. Déjà, pour moi, c'était trop long. Et si en plus, j'allais regarder chaque mot que je ne comprenais pas, ça aurait été 3 fois plus long, hein. Donc, je pense que ce n'est pas du tout le style de bouquin que j'aime. Ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à lire, en fait. Pour moi, c'est beaucoup trop féministe. On comprend pourquoi, parce que bon, il y avait des sujets assez délicats dans ce livre. Je vais pas vous tout dévoiler, sinon vous n'allez pas le lire. Peut-être que vous allez l'apprécier, hein. En tout cas, c'était pas pour moi. Peut-être que c'est un bon livre, hein, mais en fait, on a tous chacun notre avis. Moi, je vous dévoile le mien. Bah, le mien, ce n'est pas fait pour moi. C'est trop... en dehors d'être trop compliqué et trop complexe, c'est trop plat. Trop de descriptions. Vous savez que moi je n'aime pas trop de descriptions. Les seules descriptions pour l'instant que je préfère, ce sont celles de Guy de Maupassant. Sinon voilà, je suis sortie du livre, je suis pas là, je n'aime pas. Ensuite, j'avais lu, donc c'était... D'abord, j'avais lu celui-ci, et après j'ai lu l'autre, mais je préfère... En fait, j'aurais dû lire dans ce sens-là. Donc le premier, celui-ci, le deuxième, celui-là. Parce que moi, j'ai pensé que tout allait être lié avec un petit peu. On peut retrouver quelques ressemblances. Donc ici, c'est Virginia Woolf, son livre, donc Une chambre à soi. On voit ici, déjà, sur la couverture, beaucoup de femmes de toutes les couleurs, avec toutes les... perruques différentes. Bon, je pense que c'est pour souligner que c'est un livre, encore une nouvelle fois, féministe, qui s'adresse aux femmes de différentes origines, de différentes, même peut-être de différentes, comment on dit, oh mince, qui soient attirées pas uniquement par les hommes, mais aussi par les femmes, de différentes orientations. Voilà, je cherchais le mot. Donc celui-ci, je ne l'ai pas lu beaucoup plus vite, hein, en 4 jours. Donc j'ai marqué également une phrase qui m'a attirée. Donc je ne crois pas que même... Alors attendez, à la page 194, je ne l'ai pas entièrement marqué. Peut-être pas qu'une phrase, hein, il y en a beaucoup. C'est vers la fin. Je ne crois pas que même la table des préséances que l'on trouve dans l'almanach Whitaker constitue une hiérarchie de valeurs immuables, ni qu'en dernier ressort, il existe une raison valable de penser que le commandeur de l'ordre du bain doive prendre place à la table du dîner après le préposé au fond. C'est toute une page, hein. Toutes ces façons d'opposer les deux sexes, d'opposer une qualité à une autre, cette façon de revendiquer une supériorité et d'imputer une infériorité, tout cela appartient au stade dit de l'école primaire de l'existence humaine, un stade où l'on trouve des camps adverses, où un camp doit l'emporter sur l'autre et où il est de la plus haute importance de monter sur l'estrade pour recevoir des mains du directeur en personne une coupe des plus décoratives. À mesure que les gens prennent de l'âge, ils cessent de raisonner en ces termes et se désintéressent des directeurs et des coupes. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les livres, il est notoirement difficile de les étiqueter durablement en fonction de leur mérite. Les comptes rendus qu'on publie actuellement sur eux ne sont-ils pas la perpétuelle illustration de la difficulté qu'il y a d'émettre un jugement? Ce livre qui ne vaut rien, voilà deux expressions qui servent à qualifier un seul et même ouvrage. L'éloge n'a pas plus de sens que le blâme. Non, aussi délicieux que puisse être le passe-temps consistant à évaluer. Il s'agit là de la plus futile des occupations et la soumission au décret des évaluateurs constitue la plus servile des attitudes. Du moment que vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire, c'est tout ce qui compte. Si cela comptera pendant des siècles ou quelques heures seulement, nul ne peut le dire. Mais sacrifiez la plus infime partie de votre vision, la moindre nuance de sa couleur pour plaire à un quelconque directeur avec une coupe d'argent à la main ou à un quelconque professeur avec un maître dans sa manche, voilà qui représente la plus abjecte des trahisons. Le sacrifice de la fortune et de la chasteté, dont on estimait jadis qu'il était le plus grand des astres humains, n'est qu'une broutille en comparaison.
Voilà, que voulez-vous que je dise de plus? Donc c'est dans ce style-là que ces deux livres sont écrits, assez compliqués, complexes, très poétiques. Donc ça résume le livre, même tout ce que je vais dire après, c'est peut-être pas la peine, hein, mais je vais vous dire quand même ce que j'ai marqué. Donc j'ai marqué que le livre parle beaucoup des femmes, de la misogynie, de féminisme. C'est un récit dont je ne suis pas très fan. Donc Virginia Woolf nous dévoile la vie compliquée des femmes dans son époque. Hein. Les choses sont heureusement un petit peu évoluées, enfin un peu quand même évoluées, hein. Mais cette incapacité de considérer la femme au même niveau qu'un homme est très décevante, hein, parce qu'ils sont pas capables visiblement, mais on le sait tous, hein, qu'une femme c'était juste pour pour pouvoir tenir la maison, pour faire naître les enfants, pour s'occuper d'eux, et ne pas travailler, ne pas lire, ne pas écrire. Enfin bon, c'était un peu une boniche à la maison, hein, c'était un peu ça. Aujourd'hui, heureusement, on est plus ou moins égaux, pas surtout. Après, bon, chaque femme choisit le chemin qu'elle souhaite, hein, mais je trouve que la femme, elle doit avoir le choix, s'éduquer ou ne pas s'éduquer, travailler ou ne pas travailler. Et je trouve que la femme n'est pas moins intelligente qu'un homme, qu'elle peut également gagner autant qu'un homme si elle a les capacités, peu importe que ce soit. Je pense que l'humain, s'il a les capacités et les compétences dans le travail qu'il fait, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme, il doit ou elle doit avoir le salaire qui va avec ses compétences et non pas avec son sexe. Pareil pour la maison, je trouve que celui qui fait le mieux le travail à la maison, il peut le faire. Si si les deux travaillent, les deux doivent le faire. S'il y en a un qui travaille, l'autre est à la maison et qu'il a choisi de l'être, pourquoi pas ne pas aider celui qui travaille et de travailler, grosso modo, à la maison, puisque ça peut être aussi considéré comme du travail, de garder les enfants, de tenir la maison. C'est un travail qui n'est pas récompensé, certes, à sa juste valeur, mais ça n'est un, et qui est assez compliqué, et qui est un travail 24 heures sur 24. Donc ça, il faut le savoir, et je pense que mieux que les femmes, personne ne le saura. Ça, c'est sûr. Ça, je suis tout à fait d'accord il faut respecter le travail fait par les femmes et pas les rabaisser au niveau de petites boniches qui ne savent rien, qui ne sont pas intelligentes et qui ne s'occupent que de la maison. Parce qu'il y en a qui préfèrent s'occuper de la maison parce que c'est ce qui leur réussit le mieux, qui de même manière économisent l'argent du foyer puisqu'ils n'embauchent pas les bonnes, enfin les bonnes, aujourd'hui on appelle ça pas comme ça, puisqu'elles n'embauchent pas les femmes de ménage, puisqu'elles n'embauchent pas les gardes d'enfants, enfin les femmes, les gens qui gardent leurs enfants, qui s'en occupent, et donc par la même manière ils économisent l'argent du foyer, et en plus ils donnent tout leur amour au foyer, à leurs enfants et à leur mari. Voilà, donc ça il faut pas négliger, il faut pas l'oublier, il faut pas rabaisser ni intellectuellement ni physiquement une femme. Ça, je suis complètement d'accord avec elle. Là, je suis tout à fait au même niveau qu'elle, féministe. Mais quand ça va dans le sens à détester complètement tous les hommes, je ne suis absolument pas d'accord parce que tous les hommes ne sont pas pareils, comme toutes les femmes ne sont pas pareilles, nous sommes tous exclusifs, hein. Chacun est différent, nous sommes tous différents. Chacun a ses pensées, chacun a son travail, chacun a sa façon de fonctionner, son caractère. On est tous des humains, tous différents, tous avec ses qualités et avec ses défauts. Donc, les uns comme les autres, on doit s'apprécier, puisqu'on vit tous sur la même terre, dans le même monde, et on a besoin les uns des autres.
tout simplement. Sinon, on ne serait pas créé par pair, je pense. Bon, je vais pas aller plus loin. Donc ensuite, ce que j'ai marqué, j'ai marqué dans ce livre, on le voit surtout dans le sens où la comparaison avec l'homme est décevante, dans le sens où ils sont incapables, ici les hommes sont incapables d'accepter la femme à leur niveau, donc voilà, de mettre la femme à leur même niveau. Donc dans ce livre, on le voit surtout de point de vue littéraire, que les femmes, le peu qui essayent d'écrire, eh bien, écrivaient sous les pseudonymes d'hommes. Par exemple, on va prendre George Sand, qui écrivait sous son pseudonyme qui n'est pas son vrai nom. Où tout ce qu'elles écrivaient n'était pas important. Contrairement à ceux qui écrivaient, les hommes, par exemple, si les femmes elles écrivaient les poèmes, les romans, bah, c'était insignifiant, c'était pas quelque chose même aujourd'hui encore, je pense qu'il y a ça. Et alors que les hommes, ça écrivait plutôt les essais, les choses politiques, historiques, donc des choses beaucoup plus poussées et intéressantes selon eux. Ça veut pas dire que si une femme elle écrit un roman ou si elle écrit un essai ou une nouvelle que ce n'est pas important. Femme, c'est côté émotive. L'homme, c'est côté raisonnable pour moi. C'est côté pragmatique, ça va droit au but. La femme, elle peut souvent voir les détails que les hommes ne voient pas. Les hommes voient les choses en grand, les femmes en petits détails. Ce qui, encore une nouvelle fois, complète l'un et l'autre. C'est ce qui est important. Donc je trouve que chaque type de livre a le droit d'exister, que ce soit un roman, un essai, que ce soit un livre historique, documentaire, thriller, romantique, et cosy mystery, peu importe. Du moment que ça apporte quelque chose, ou tout simplement ça détend quelqu'un, c'est déjà une grande réussite, je pense. Et du moment que ça plaît à celui ou celle qui écrit et à ceux et celles qui lisent, quoi demander de plus? Bref, c'est une bien triste réalité de ce livre. Et aussi la préface qui était écrite par Lorraine Bastide, ben en fait elle est écrite sous forme d'une lettre confidence à l'autrice, un peu, vous savez, comme si elle lui donnait des nouvelles d'aujourd'hui, comment ça se passe, parce qu'elle parle aussi ici de la pandémie, etc. Des choses qui ont changé ou peu changé, qui ont évolué ou qui sont en train d'évoluer, etc. Que grosso modo, sa bataille de cette féministe pour les femmes a servi quand même à quelque chose et qu'aujourd'hui, on est sur le point d'évoluer, d'augmenter cette estime des femmes, tout simplement. Et puis, pareil, ce qu'écrivait ici Virginia Woolf, elle était un petit peu, on va dire, elle est issue d'une famille nombreuse, composée, recomposée. Et en fait, elle écrivait que, par exemple, sa mère, sa grand-mère, elles auraient pu ne pas penser qu'à se reproduire et de tenir la maison, mais penser aussi au futur de leurs enfants, notamment leurs filles, par le fait de ne pas seulement tenir la maison et rester à la maison, mais aussi revendiquer un petit peu cette force féminine et montrer que les femmes peuvent faire autre chose que de s'occuper de la maison et de la famille. Voilà, donc en fait, il y a cette petite colère qui ressort assez régulièrement contre les ancêtres, on va dire, dans ces deux livres, voilà. La finalité de tout ça, c'est que, bon, c'est plutôt positif ce qui se passe à la fin. Mais c'est vrai que ces deux livres, il y en a un qui est un récit, donc c'est celui-ci, c'est un roman mais qui se lit comme une biographie ou un récit également. En fait, si c'est ça les récits, je suis pas très fan. Donc c'est pas vraiment mon style. Mais en tout cas, c'est une lecture assez riche, hein. Pas un rebondissement, mais riche intellectuellement, on va dire. Elle vous est un peu déprimante quand même, hein. Elle vous remet sur le chemin de la réalité, on va dire, la réalité de l'histoire,
La réalité d'aujourd'hui est aussi quelque peu liée avec l'histoire des années 1800 et voilà. Donc voilà ma conclusion. Et aussi je voulais vous dire ce que je suis en train de lire. Bon, j'ai commencé à lire ça, mais c'était pas du tout dans mes lectures du moment. J'ai juste commencé cette lecture tout simplement parce que j'étais en train d'attendre mon chéri chez mon beau-père et du coup bah il y avait ce livre-là, bah je l'ai attrapé. Là je suis à la page, bon je suis pas très loin, à la page 21. C'est un doux parfum de lavande de Belinda Alexandra. On verra, mais je pense que ça va être un roman à l'eau de rose. Bon, on verra bien. Pour l'instant, pas mal de descriptions aussi, voilà. Et puis sinon, j'avais ces lectures-là, bon j'espère que je les lirai avant que je vous fasse ce point de lecture. Bon, peut-être que ça sortira même avant que ce point de lecture sortira. C'était mes lectures de Noël, mais qu'au final j'en ai pas lu, j'ai pas vraiment eu le temps avec toutes ces fêtes et toutes ces, voilà, tous ces projets qui sont encore en cours. Donc c'est Anne Perry que j'ai sélectionné, la détective de Noël, et puis un Noël au bord de la Tamise. Je vais quand même les lire, je pense, cette année. Une fois pour toutes, voilà, ce sont des livres qu'on a trouvés aux encombrants, et il y en a un qui fait 165 pages, et l'autre il fait 150 pages, donc ils sont pas très longs, ce sont des petits détectives. Je pense que même s'ils sont pas très longs comme certains livres, ils vont se lire quand même rapidement, parce que ce ne sont pas des livres lourds sur la réflexion, etc. Ce sont des petites choses de Noël. Et puis j'ai aussi celui-ci, le journal secret de Laura Palmer. Je vous en parlerai un peu plus une fois que j'aurai lu, puisqu'on est en train de regarder, enfin moi j'ai fini de regarder, j'attends que mon chéri termine aussi de regarder Twin Peaks, l'intégrale. On a saison 1, 2, 3 qu'on s'est offert pour Noël. Donc là ici il y a 280 pages et je vous en parlerai une fois que j'aurai terminé de le lire, ainsi que j'évoquerai les DVD et je vous en parlerai de cette série, ce que j'en pense, puisque je vous ai dit, je vous ai promis que je vais vous parler un petit peu des séries qu'on regarde actuellement, puisqu'on visionne les séries d'il y a 30 ans. Voilà, parce qu'on a envie de voir comment ça vieillit, est-ce que c'est chouette ou pas, est-ce qu'on aime tout autant, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on a loupées et qu'on aimait quand on était plus jeune, voire petit, et que maintenant, ben non quoi, ça n'a pas de sens et on n'aime pas, on verra bien. Donc je vous en parlerai de tout ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et dites-moi votre avis si vous avez lu un de ces livres que je viens de vous présenter, soit dans mon point lecture, soit dans mes lectures en cours. Voilà, sur ce, plein de bisous à toutes et à tous et à très bientôt. Ciao!